Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir le grand Patrick Valibus. Alors avant de te laisser la parole, Patrick, moi j'avoue que quand je pense à Patrick Valibus, j'ai l'impression de voir des dizaines et des centaines de choses qui m'arrivent rapidement à l'esprit. Alors je pense à l'organisation du SEO Camp à Lyon, je pense au Wake Up Day à Lyon, je pense au framework de clocking, in-clocking Veritas. Je pense à que je joue au golf avec Patrick. D'ailleurs, tu me feras penser que j'ai des petites balles de golf à t'offrir. Et la première question que j'ai avant de te laisser la parole, Patrick, c'est de te dire, mais comment est-ce que tu fais tout ça? Tu as des clones, tu as des jumeaux, parce que j'ai l'impression de te voir partout. Tout le monde te connaît. Alors, je vais te laisser te représenter un petit peu, mais quel est ton secret, Patrick? Oula, salut Christophe déjà et puis merci pour l'invitation. Merci à toi. Du coup, multitasking, on va commencer avec essayer de répondre à toutes les questions que tu viens de poser. Je crois qu'on va étaler un peu ça, mais non, je pense que c'est le propre de tout entrepreneur et d'être passionné. Et puis après, ce que tu viens de dire, c'est pour être honnête, c'est pas des choses qui se sont faites en 3 jours, quoi. Ça fait 3 ans, ça s'étale sur 3 ans, tout ce que tu viens de dire. Donc forcément, si on rajoute la dimension temps, ça devient un peu plus facile à mettre en place. Mais je pense, le pire dans tout ça, enfin le pire, le plus long et chronophage, c'est les organisations des SEO Camp et puis Wake Up Day. C'est des choses qui, là, pour le coup, prennent vraiment du temps. InClocking Veritas, je l'ai déjà dit à quelques-uns, je l'ai codé en 2 nuits, hein, donc c'est ça, pour le coup, c'était pas trop compliqué. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la page d'accueil de InClocking Veritas, qui n'a pas bougé d'un iota depuis 3 ans, avec juste du LOL, hein, Hum, clairement, super. dans les contenus, je vous inviterai à aller les regarder, hein, il y a une De grosse ma- valeur ajoutée sur le Magnifiques code, hein. avis clients, tout. C'est un bel Voilà. exemple. Hum. Ok, donc bon, rapidement, donc toi, tu es aujourd'hui à la tête de 410 Gone, qui est une Yes. agence SEO, Magento e-commerce, comme c'est écrit derrière toi. Ouais. Du coup, oui, 410, en fait, je pense qu'on est, allez, on va pas être prétentieux et dire la seule, mais je pense qu'on est une des rares agences à être à la fois expert en e-commerce, Magento et SEO à la fois. Voilà. Notre credo, c'est d'amener du trafic sur le site des clients et de faire en sorte qu'une fois qu'il y a plein de gens sur le site, et pas que le site il soit nickel d'un point de vue tech et fonctionnel. Et comme ça, il y a plein de gens sur un site génial et ça génère du chiffre d'affaires. Voilà, tout simplement. Un bon programme. Voilà, donc on a des devs et des SEO en interne. Voilà. Bon, bah écoute, tu fais un chouette enchaînement sur notre discussion d'aujourd'hui, puisque tu le sais, moi j'ai tendance à être un petit peu sur la même voie que toi sur le côté PrestaShop, toi sur Yes. Magento. Donc je pense qu'on a un beau petit sujet de l'optimisation d'un site e-commerce, alors que ça peut être tant d'un point de vue sur le SEO, mais aussi sur un point de vue UX, optimisation pour la conversion, etc., etc. Donc j'ai voulu te échanger avec toi sur ce sujet-là. Et ben avec plaisir. Alors, on va rentrer un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. Bon, on va déjà parler un petit peu d'optimisation de la page d'accueil d'un site e-commerce. Alors, tout de suite, je vais te poser les deux, trois questions là-dessus. On voit souvent des tas de sliders, tu sais, les fameux diaporamas, les carousels sur les pages d'accueil. Bon, quelle est ta vision, toi, là-dessus? Eh ben, écoute, j'ai 2 trucs à répondre là-dessus et qui sont assez clairs et précis. Le premier, c'est dans une précédente boîte où j'étais, j'avais discuté avec un UX senior pour le coup, donc c'était vraiment le métier. Pour le coup, Hum, c'était pas des gens comme nous, SEO, tu vois, qui ont des idées hein, hum, du UX, etc. Là, pour le coup, il a vraiment fait des études là-dedans. Et il m'avait dit, je cite, un slider, un carrousel, c'est quand on veut afficher plein de choses, mais qu'on n'est pas capable de se décider sur quoi on veut communiquer. Voilà. Donc déjà, première réponse un peu cinglante. Ça. Et puis une autre qui a fini d'enterrer l'intérêt des sliders dans mon esprit, c'est j'avais récupéré une com soi-disant confidentielle. Enfin, bon, à mon avis, c'était plutôt une fuite organisée de Google. Je te passerai le lien si tu veux le mettre hum. dans les commentaires.
Avec plaisir. C'est un doc, en gros, qui parlait de tout ce qui convertit ou pas sur Mhm. le e-commerce, édité par Google. Et en fait, il y avait une stat qui montrait qu'en gros, sur un slider, bah, en fait, tu avais 95% des gens qui forcément voyaient la La première première. image Mhm. et que la deuxième, tu tombais à 5% et puis derrière, tu avais des broutilles. Donc, enfin, le graphique parle de lui-même. En soi, ça n'a aucun intérêt parce que bah, un slider, c'est mignon, ça défile, sauf que bah, pour que ça défile, il faut que les gens restent devant. Donc, du coup, ça n'a pas d'utilité. Tu as, plein de sites maintenant où ils ont fait un mécanisme un peu plus intéressant où tu as du coup vraiment les vignettes des Mhm. slides suivantes Mhm. qui sont après, et du coup, ça peut te donner une idée. Mais sinon, le slider comme présent sur 95% des sites, hein, où tu as des slides qui défilent, et puis ben, la personne, il faudra qu'elle attende de les voir, ou qu'elle se dise, tiens, je vais aller voir les autres slides. C'est un comportement qui n'existe pas en vrai, quoi. Mhm. Pour moi, enterrons le slider définitivement, même si tout le monde le veut, parce que c'est comme ça, les autres, ils font. Voilà. Ouais, c'est C'est vraiment la important. fausse bonne idée. Ouais, j'ai un Bon. avis très tranché sur certains Ouais, trucs et mais ça en fait partie, quoi. je suis pas étonné de ton avis. Après, en plus, c'est vrai que souvent, bah, ces sliders, ils intègrent des grosses images. Pour peu que ça soit pas chargé de manière un peu dynamique, bah, tu vas te retrouver à charger 5 ou 6 images d'un coup au lancement de ton site. Donc, la personne va attendre quelques secondes avant de voir sa page s'afficher. Bah ça, on peut. Après, là-dessus, c'est des choses que tu peux charger en Ajax Ce que a je... Ouais, posteriori. Tu tout à as fait. des mécanismes là-dessus. Mais tu vois, je vais citer Xavier, qui était, quand il était passé chez Durf, où il avait dit, à Mm. très juste titre, la data ne ment pas. Voilà. Et le doc dont je te parlais, bah, clairement, montre qu'avec la data, c'est en vrai un truc qui sert à rien. Donc, bah, bon, allez. Je pense que ça termine Allez, on a réglé les carousels. Voilà. Autre point d'achoppement classique entre nous, les consultants, on va dire techniques et SEO, et les clients, c'est de mettre du contenu texte sur une page d'accueil. Alors, je sais pas comment tu vois le sujet, toi, mais moi, je suis toujours parti du principe que une page d'accueil, elle avait deux volontés. C'était un, de travailler la marque et de deux, d'être un hub pour distribuer le jus qui arrive sur la page d'accueil. Voilà. Et le reste, franchement, mettre du texte sur la page d'accueil, moi, le texte sur la page de 410, je l'ai dégagé. Parce que clairement, il me servait à rien. J'avais testé, hein, histoire de voir, Mm, quoi. mm, Et en fait, tu te rends compte qu'avec ou sans, déjà, il se passe rien. Et mm. puis, en plus, d'un point de vue image de marque, c'est moisi, quoi. Voilà. Autant, sincèrement, je suis pas le dernier à en mettre dans les pages catégories. Mm. Alors, même si tout le monde commence à dire On va en que reparler après. Ouais, ça va être moins bien vu maintenant, mais moi, j'aime ouais, bien. c'est discutable. Enfin, Donc, ouais. voilà. Mais sur la page Ouais, d'accueil, non. donc Page là, d'accueil, c'est l'objectif, c'est branding et que jus, quoi. voilà, la homepage, elle est orientée branding, donc on va pas forcément venir chercher un mot-clé là-dessus, donc c'est pas la peine de venir mettre un roman en mode Wikipédia sur sa page d'accueil. On est d'accord là-dessus aussi. Ouais, une page d'accueil, c'est tu mets en avant tes top Mm, catégories, tes avantages, de la réassurance, mm. Des et puis témoignages évidemment, éventuellement. Mm. pardon? Des témoignages Ouais, éventuellement. des témoignages, voilà, de la réassurance, et puis L'assurance, ouais. tes derniers produits qui sont sortis, ça favorise aussi leur indexation, hein, Mm. peut servir. Et voilà. Ok. Alors, d'autres choses, toi, d'autres petits conseils pour les e-commerçants sur la page d'accueil ou déjà en zappant en zappant les carousels et en n'ayant pas une encyclopédie sur la page d'accueil, plus tout ce qu'on vient de dire, réassurance, top produit, etc., on est déjà plutôt sympa sur notre homepage. Ouais, bah c'est réassurance. Tu as parlé des Ouais. témoignages. On va lister les différents types de réassurance, hein, qu'il faut avoir. Bah, les côtés sur la livraison, si vous avez des délais de livraison, des francs de Mm, port, des moyens de livraison, ça c'est à mettre. mm, L'aspect paiement aussi. Bon, c'est des choses qui souvent sont présentes dans le footer, mais vous pouvez avoir des choses qui sont mises en avant dès la page d'accueil sur des services. Imaginez que vous ayez quelque chose, enfin même en B2C, tu peux le retrouver, mais en B2B ou des produits où vous proposez de l'installation à domicile à partir d'un certain montant de commandes ou ce genre de choses.
c'est typiquement du service qui peut être intéressant à mettre en avant pour que la personne qui arrive par la marque ou la Mm. page d'accueil se dise, ah, ok, ils maîtrisent vraiment leur sujet, ils vont m'accompagner, c'est bon, je suis au bon endroit. Voilà, c'est ça l'objectif d'une page d'accueil, c'est de dire, ok, vous êtes dans un magasin avec des gens sérieux, maintenant allez vous balader pour passer votre commande et vous pouvez le faire les yeux fermés presque, ça va bien se passer, quoi. Voilà. Ok, nickel. Alors, avant de revenir sur cette partie silo, optimisation du jus dont on a commencé à parler très rapidement, cette fameuse page catégorie, après on parlera rapidement de la fiche produit, mais ces fameux pages catégories qui font là aussi pas mal sujet à la discussion. Donc, pages catégories qui doivent en général vont être optimisées sur des mots-clés assez courte traîne, on va dire. On voit de plus en plus dans le monde des SEO des gros pavés de contenu qu'on vient mettre en bas. Toi, tu es partisan de ça, toi. Tu bosses là-dessus, tu fais des contenus sur tes pages de catégorie. Comment est-ce que tu optimises ça, toi, de ton côté? Après, tu as plein de points Alors, qui sachant que rentrent en c'est un compte dans sujet qui a ce été sujet. pas mal discuté ces derniers temps avec une petite aparté de John Muller à ce sujet-là. Donc, on parlera de ça aussi. Mais toi, déjà, tes bonnes pratiques à toi. Alors, bon, moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de regarder déjà ce qui se fait ailleurs, tu vois, Mhm. toujours regarder la SERP, Les hein. résultats sur le On se mot-clé. refait Mhm. pas, hein. Mhm. Qu'est-ce qui est pratiqué par les autres? Est-ce qu'on a des choses en place? Que si, faut simuler le naturel, hein, c'est toujours la même chose, hein. Mhm. Donc, bah, très souvent, si tu as effectivement plein de contenus comme ça sur d'autres pages, ben, des pages des confrères, bah, c'est peut-être que Google, il aime bien en digérer, quoi. Voilà, donc ça peut valoir le coup de le mettre en place. Ensuite, l'optimisation sémantique attendue. Perso, bon, on partage quelques couleurs, hein, comme tu peux le voir, mais je suis un fervent utilisateur de Your Test Guru. Bah, le truc qu'il faut faire déjà, c'est tenir compte du listing produit dans l'optimisation Mhm. sémantique pour Tout moi. à fait. Le côté de te dire, allez hop, j'ai une liste de 30 produits Mhm. où tu vends, je sais pas, des chapeaux. Bah, du coup, si tu as écrit chapeau en tissu, Mhm. chapeau en feutre, machin, déjà 30 fois, Mhm. bah, faut en tenir compte par rapport C'est au clair. texte que tu veux venir mettre en bas. Voilà. C'est clair. Mais ça m'est déjà arrivé sur Magento, sur certaines catégories, de jouer sur la pagination, Mhm. tu vois, pour dire, bah, dans telle catégorie, on va mettre 10 produits, dans Mhm. celle-là, on va en mettre que 6 parce que comme ça me permettait d'équilibrer entre mon texte et le nombre de produits pour avoir la Mhm. bonne quantité de mots-clés dans ma page et travailler ça. C'est Voilà. vrai que si typiquement, ce que tu dis, hein, quand on fait des tests, ça arrive assez fréquemment que tu ailles mettre, que tu vois dans Your Text Guru les pages qui sont classées avec la meilleure optimisation. Il n'y a finalement pas de contenu, c'est juste le listing avec les bons produits, les bons commentaires de produits, etc. Ouais. Voilà, tout dépend aussi de à quoi ressemble ta fiche produit. Parce que, enfin, ta fiche produit, pardon, ton encart produit de C'est chaque ça. produit dans ta Ouais. page Dans le catégorie. listing, ouais. Si t'es sur un truc où tu as juste une photo, tu es en mode les sites un peu mode, tu vois, tu es genre Sarenza et compagnie, où tu es sur une page catégorie très visuelle, bah, là, du coup, tu vas avoir globalement une photo, un titre, c'est hyper light en termes de contenu, ça, et du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué de Mm. ranker que si tu es sur une fiche qui est beaucoup plus travaillée. On le voit de plus en plus sur certains sites où tu vas avoir presque une short description au niveau dès Mm. la page catégorie, Tout à fait. des fois un extrait d'avis Mm. client, enfin, tu as les catégories ou les produits avec lesquels ça va. Enfin, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vu ça, je crois que c'était sur un site de vin, où tu avais l'encart fiche produit par catégorie, il prenait presque une hauteur d'écran tellement il mettait d'éléments. Tu avais les badges de chaque Mm. produit et presque ça servait d'un point de vue X presque plus à rien de rentrer dans la fiche La fiche produit. produit, ouais. Donc en fait, c'est au cas par cas. Comme ça, je ne dis pas les deux mots célèbres des consultants SEO. Ça dépend, non? Non, je ne l'ai pas dit. Alors, si on revient un petit peu à cette discussion sur les fameux textes qu'on met en bas à viser purement SEO dans la page catégorie, qu'on les met en bas, alors quitte à les remonter en flex, hein, peu importe, avec du CSS. C'est vrai que les discussions
qu'on voit tourner un petit peu aujourd'hui. Et je n'ai pas vu dans toute la vidéo, mais je sais que vous en avez parlé jeudi dernier dans la conférence organisée par Linksgarden. Voilà, il y a une vraie importance de ne pas se perdre si on fait ce genre de contenu-là et de rester sur une requête qui doit être transactionnelle. Logiquement, on est sur un site e-commerce, donc on peut penser que Google veut mettre en avant des sites de vente à cet endroit-là. Donc peut-être faire attention de ne pas venir faire une encyclopédie qui n'aura pas de justification et qui risque de perdre Google sur l'intention de la page. Après, ça, tu as un biais qui est exploitable là-dessus. Tu as le côté de te dire, OK, je fais exactement la même intention que tout le monde et au moins je rentre dans les mêmes clous et je vais travailler peut-être avec un cocon sémantique en amont ou peut-être je vais forcer avec du linking en direct sur cette page-là. Ça peut être une manière d'aborder le sujet. L'autre manière qu'il peut y avoir, c'est, moi je travaille beaucoup avec du flex, tout ça, c'est des trucs, les petits hacks techniques pour aller faire des choses, c'est des trucs que j'aime bien, ça. Donc voilà, mais quelque part, si tu pars en extrême, tu fais du flex pour avoir donc le flex pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une directive en CSS, donc en feuille de style de mise en page, qui va permettre qu'on ait le contenu qui, dans le code source, soit affiché en premier et après le listing de produits. Sauf que l'utilisateur, lui, voit d'abord les produits et puis à la fin le contenu. Et du coup, donc c'est pas du clocking, hein, pas de panique. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal et ça permet du coup de presque feinter un peu l'intention de recherche et de laisser à penser à Google qu'on ait une page éditoriale. Voilà. Bah, pour le coup, si on voit qu'en face, il y a déjà toute la bande des e-commerçants qui est déjà présente sur les 10 premiers résultats, et puis qu'il y a un gars qui a fait un article de blog qui vient se placer avec pas beaucoup de RD, etc. Ça vaut le coup de tenter. Peut-être que d'aller feinter, de faire croire à Google que le signal éditorial qui vient mettre par exception dans la SERP, c'est vous, pourquoi pas? Ça peut se tenter. Voilà. Faut trouver le juste équilibre entre envoyer le même signal que tout le monde et puis essayer de proposer un peu autre chose parce qu'à un moment donné, il faut bien se différencier. Voilà. C'est vraiment là-dessus, pour moi, qu'il faut baser le truc. Il n'y a pas de vérité immuable sur le sujet. J'ai une petite question technique pour toi que je n'ai pas forcément moi testé. J'imagine que toi qui testes tout, tu as dû jouer un peu avec ça. Ça va être vrai aussi bien sur les fiches catégories, voire sur les fiches produits. C'est du contenu qui serait dans un onglet non visible ou du contenu qui serait dans une espèce d'accordéon en savoir plus. Est-ce que Google il va le prendre en compte normalement ou il se dit, tiens, finalement, si c'est caché, ce n'est pas très important, je zappe? Alors moi, ceux-là, ce que je fais, c'est que par défaut, je les affiche et je les replie en JavaScript. En JavaScript. Je veux dire, j'applique, quand je dis je les replie, c'est en fait, je les fais afficher dans le code par défaut. Donc, si tu récupères que le DOM HTML, du coup, tu as ton code source. D'accord. Et derrière, je le fais replier en JavaScript sur de la page. Voilà. Okay. Donc, c'est comme ça que je le fais par sécurité. De ce que j'ai lu, a priori, même sans ça, ça passe. Il y a plein de choses où je me dis, on sait le faire facilement, donc prémunissons d'un risque. Et puis voilà. Là, sur ton astuce du JavaScript, ça n'a pas un impact sur les nouveaux Web Core Vitals, le CLS. Là, ça ne te fait pas une petite perte un mouvement sur le site que Google n'aimera pas un jour? De toute manière, ce mouvement, il est fait post-ligne de flottaison. En général, c'est ces zones-là. Donc, tu n'as pas de... Ouais, tu n'as pas d'impact là-dessus. Ça marche. Ouais. Puis, on reparlera des Web Core Vitals, mais j'ai pareil un avis tranché. J'imagine. Ok, sur les fiches catégories, on est pas mal. Fiche produit, 2-3 astuces sur une bonne fiche produit pour toi? Ou finalement, c'est surtout l'objectif, c'est de vendre une fiche produit pour le coup? Là-dessus, c'est pareil. Tu vas avoir des cas où ton produit en vente, c'est peut-être pas forcément la fiche produit qui est la meilleure chose. Tout va dépendre en fait du prix du produit. Plus tu vas être sur des choses avec un tarif élevé, plus potentiellement tu vas partir sur. Faut se garder l'hypothèse de pouvoir proposer de faire une demande de devis. Voilà. Déjà, ça c'est le premier point.
le côté tout paiement en CB et puis merci, au revoir, c'est pas forcément la bonne démarche. Voilà. Je vois un projet sur lequel je bosse en side project. On est sur des produits autour de 10 000 euros. Clairement, on a dégagé toute la partie e-commerce et c'est parti en demande de devis. Et du coup, tu peux commencer à créer un dialogue avec le client pour le convaincre, le rassurer, etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est la fiche produit n'a pas réponse à toutes les situations en termes de démarche d'achat. Ensuite, si on est dans le cas qui est pertinent, donc pour une fiche produit, donc qui peut déclencher du coup un achat immédiat, voilà, c'est pareil d'avoir des éléments de réassurance. Bon, les avis clients, ça c'est un grand classique, les avis clients. Il y a des photos de qualité et différentes des concurrents, parce que du coup ça te permet d'aller chercher potentiellement un petit peu de Google Images, etc. Côté code, ça peut être intéressant d'essayer d'intégrer, si vous n'avez pas la possibilité de le faire dans le template du CMS, que ça soit PrestaShop ou Magento, parce que bon, il n'y a rien d'autre qui existe, on est d'accord, Christophe? Ouais, je n'en connais pas d'autres personnellement. Non, on pourra dire deux mots de Shopify. De très loin devant PrestaShop, un petit peu derrière Magento, mais après, je ne connais pas d'autres. Ou l'inverse. Ou l'inverse. On se chamaillera plus tard. Voilà, l'idée pour moi, l'image, c'est d'essayer de l'intégrer vraiment dans du texte, avec le max de texte autour, donc un petit peu de short description assez haut dans la page pour être pas que sur du bouton achat direct, c'est intéressant. Après, on a des mécanismes en UX qui sont importants. C'est le côté d'avoir le prix à côté du bouton acheter. C'est tout bête, mais très souvent, c'est oublié dans certaines maquettes. Un bouton acheter qui vient se différencier du reste du site. C'est pas parce que, tu vois, imaginons demain, tu fais un site e-commerce interagilité, tu vois, avec les couleurs, du coup, blanc, orange et rouge. Potentiellement, ton bouton achat, tu vas pas le mettre en orange, blanc, rouge ou noir, tu vas mettre un gros bouton vert qui claque. Et voilà. Ça fait partie des points importants. C'est le tout pour l'unité graphique. Des fois, il faut le jeter et mettre un truc qui se voit. Voilà. Ça, c'est présent aussi, tiens, d'ailleurs, je crois que c'est dans le doc. Dans le document, il y a un truc là-dessus. Mais c'est hyper intéressant sur ce truc-là. Là, on a des avis, on va donner des conseils aux gens qui nous regardent. Mais le vrai conseil, si je peux en donner un, c'est de faire de l'A/B testing. Il y a des outils qui permettent de le faire aujourd'hui gratuitement, que ce soit en A/B testing pur et dur. Donc, l'A/B testing, si jamais, c'est le fait de se dire... Alors, la bonne manière de le faire, c'est vous prenez, par exemple, 90% de votre trafic, et puis les 10% restants, vous le découpez en X variantes sur lesquelles vous allez mesurer les changements. Donc, comme toute démarche scientifique, l'idée, c'est de changer un paramètre à chaque fois. Potentiellement, vous allez tester que sur un bouton d'achat vert. On a eu une petite coupure, mais OK. À couper? Pas de souci. Ouais, j'ai eu une petite coupure, mais je ne sais pas si ça vient juste de moi ou toi, mais pas de souci. J'expliquais donc le côté sur l'A/B testing de faire sur une petite tranche de trafic pour être capable de mesurer, d'envoyer une partie une variante et une partie une autre variante. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, la data ne ment pas. Et du coup, au moins, vous allez savoir qu'est-ce qui correspond le mieux à vos internautes, à vous. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui font que avoir un bouton d'achat vert, c'est pertinent sur certains sites. Avoir un bouton d'achat vert sur certains autres, ça le sera peut-être beaucoup moins. Voilà. Et c'est intéressant. Et ça, c'est à mesurer. Voilà. Il y a tester en UX aussi, c'est hyper important. Voilà. Ça faisait partie des points, tu vois, quand on a préparé notre petite listing de choses à dire, je n'avais pas mis A/B testing et je l'avais rajouté en cours de route, donc c'est bien, tu m'as devancé là-dessus. Et toi, tu utilises quoi, du Google Optimize pour faire de l'A/B testing? Qu'est-ce que tu as comme outil? Je bascule sur Google Optimize là, pour un peu le tester. J'ai beaucoup fait du Caméléon. D'accord. Sur lequel j'ai pas mal joué. Sur ce que j'aimais bien sur Caméléon, c'était me baser en fait sur les sélecteurs de classe CSS.
Dans Magento, en fait, on a déjà un certain nombre de classes CSS qui sont injectées dans les balises body pour savoir un peu où on se trouve, que ce soit en termes de catégories, etc. Et ça, c'est un petit hack que j'aime bien donner. Vous faites en sorte de demander à votre dev de mettre tout un tas d'infos de segmentation en termes de catalogue et de nomenclature au niveau d'une balise, d'une classe CSS qui ne va pas être utilisée en CSS forcément, mais qui va vous permettre de vous repérer avec des sélecteurs derrière JavaScript, etc. Et comme ça, sur ton site de vente de chapeaux, Christophe, du coup, tu Des chapeaux pourras... comme ça, tu veux dire? Ouais, ceux-là, ou le blanc derrière, par exemple. Et, parce que là, on est sur du white hat, donc du coup, c'est plutôt le blanc. Mais Alors, je change. écoute, attends, je vais mettre le mien aussi, t'en faire. Hop là, clac. Mais bon, il paraît que ça me va pas très bien, mais on s'en fout. Et on va mettre côté white en plus. Ouais. Bref. Ouais, fin de la private joke, c'est un souvenir La private joke. souvenir du Blend Web Mix de l'année dernière. Et du coup, petit coucou à David qui était avec toi pour cette belle Exactement. conférence. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aller injecter donc, ces classes CSS et derrière, sur un site, tu vois, comme je disais, imaginons que tu as un site de vente de vêtements où tu vends d'un côté des chapeaux, d'un côté des t-shirts, etc. Ben, facilement, du coup, en sélecteur JS, CSS, pour ton A/B testing, tu vas pouvoir te dire, OK, ben là, quand ma page, on est sur une page qui vend des chapeaux, ben là, je fais tel test. Et du coup, ça te permet vraiment de cloisonner derrière tes tests à certaines rubriques pour pouvoir spécifier. C'est vraiment un hack qui n'est pas complexe à mettre en place, mais que si on ne te le dit pas, ben, tu ne sais pas. Et derrière, qui te permet de faire des choses très sympathiques, quoi. Cette partie segmentation, elle est très juste. C'est important de segmenter. Alors, tu parles en termes de catalogue, mais on pourrait aussi segmenter en termes de type de client. Est-ce qu'il est connecté, pas connecté, et tester des choses différentes en fonction des cas. Yes. OK. Sur tes fiches produits puis au sens large, tu utilises les nouveaux formats d'image, les WebP, les choses de ce genre-là. Ça a un impact pour toi ou c'est du gadget? Là-dessus, faudrait qu'on y passe. Après, c'est comme tout, tu as Mince. Alors... Ouais, j'ai eu une petite coupure. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est moi. écoute, ça m'a l'air Je d'être pense que revenu. c'est moi. Visiblement, j'ai une connexion qui est un peu instable. Bon, on va avancer. Donc, on était sur ces WebP. Tu disais qu'il faudrait que tu y passes. Ouais, il faudrait qu'on y passe maintenant. Tu sais, c'est comme pour les préco SEO, tu vois. Ce qui fait classe de dire que tu fais, quand tu fais une conférence des préco et que tu as lu les super articles où tout le monde te dit de le faire. Et puis Puis après, il y a la la réalité, réalité exactement. du terrain. Voilà. Et ça, tu as des choses, tu vois, tous les clients n'ont pas forcément... parce que oui, ça s'automatise, ça s'industrialise, hein, il n'y a pas de souci, hein. Techniquement, on peut tout faire. Tu peux partir sur un image magique avec un conserveur qui va tout te convertir à la volée, tailler, etc. Oui, oui, c'est faisable. Sauf que tu as des clients qui, au lieu d'aller mettre quelques jours ou heures de setup et de dev pour ça, ils vont préférer le mettre dans de la mise en place d'un outil de segmentation, de promotion pour des clients. Et franchement, je vais te dire qu'ils ont raison, tu vois. Entre aller vouloir taper du 100% sur les web core vital pour dire ah c'est cool, j'ai fait de la web perf et je suis à 100% sur machin, et aller travailler ta base client, moi le choix il est vite fait, quoi. Voilà. Je pense Bon, on en reparlera qu'aujourd'hui, un petit peu de ces core vitals tout à l'heure, mais voilà. Mais du c'est comme côté un tout, tu petit vois, tu as peu... le côté, c'est la règle des 80-20. Si tu pars de zéro, que tu as un truc à faire et que tu dois choisir entre WebP ou JPEG parce que tu mettais n'importe quoi avant, bon, ok, essaye de partir sur WebP, mais même si tu as possibilité hyper facilement et que ça ne te coûte pas grand-chose de tout convertir en JPEG et au bon format, le gain, il faut distinguer le côté de cocher toutes les cases dans les outils et le fait d'avoir un confort de navigation pour tes internautes et tes clients. Voilà. Le Ouais. jusqu'au boutisme, ça a ses limites. Voilà. Et déjà, le premier conseil que tu viens de bien rappeler, déjà, mettez les images au bon format.
C'est tellement courant de voir une image timbre-poste qui fait 2000 par 2000 et qui met 3 secondes à charger que les gars, faites déjà ça et vous n'aurez pas besoin de WebP. Alors bon, moi, maintenant, je le mets pas systématiquement, mais sur les prestages, on a un petit module qui fait ça automatiquement sur tout ce qui est image produit, catégorie. Bon, je n'ai pas forcément, je suis pas forcément, comme tu le dis, dans la réalité, un retour phénoménal là, par rapport à ça. Bon, alors on a vu déjà les différents types de pages, mais maintenant on va essayer de voir comment on architecture tout ça. Donc aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de stylos thématiques, de cocons sémantiques, etc., etc. Explique-nous tout ça, Patrick. Eh ben écoute, vaste On sujet. est d'accord. Alors, moi déjà, le premier truc que j'ai l'habitude de dire, c'est faut déjà le catalogue produit. Il faut le distinguer déjà ce qu'on va appeler du coup l'organisation en termes de nomenclature, qui est une chose, et le côté organisation au sens marketing. Voilà. Parce que déjà, pour comment tu classes tes produits sur ton site, ça c'est un premier point. Là, on va pas parler que SEO, on va parler Hmm. e-commerce un Oui, petit peu tout à fait. avec toi. Euh, pour moi, c'est le premier point déjà, ça. C'est de se dire, OK, je mets toutes mes chaises ensemble, je mets toutes mes tables ensemble, c'est bien, OK, mais potentiellement, tu peux aussi te dire, ça peut être intéressant de faire des catégories qui sont un peu hybrides. On va classer des choses par marketing, tu vois. Hmm. Parce que demain, tu demandes, suivant la manière d'aborder le sujet, bah, tu n'as pas les mêmes classifications déjà. Donc ça, c'est important de se poser à qu'est-ce que vont chercher les internautes en Hmm. même temps, tu vois. Hmm. Pour le coup, sur un site d'ameublement, Oui, est-ce qu'il cherche une table ou une décoration baroque, quoi. voilà. Ouais. Hmm. Et du coup, potentiellement, tu vas te dire, ah mince, il faut que je choisisse. Bah non, en fait, tu peux toutes les faire. Hmm. Et du coup, tu peux faire des menus à différentes entrées. Hmm. Donc déjà, ça, c'est un point pour moi qu'il faut avoir en tête parce qu'on a tendance à oublier. Ça, c'est, entre guillemets, les héritages du jusqu'au boutisme, des fois préconisés en SEO, Hmm. en mode, bon, allez, on met toutes les chaises ensemble, toutes les tables ensemble, voilà. Bon, bah, non, ça ne fait pas tout, ça. C'est en effet le côté pervers du siloing où on cloisonne tellement et qu'on a tellement peur de casser les silos que du coup on ne s'autorise pas à créer des catégories, je dirais, horizontales, quoi, du coup. Ouais. Et surtout, il faut se rappeler que on fait pas des sites pour faire du SEO, on fait des sites pour vendre à la fin, quoi. C'est peut-être un peu trivial ce que je dis, mais, mais souvent ça a tendance à être un peu oublié, quoi. Non, Donc, c'est très juste, hein. J'ai un voilà. prospect là en ce moment où justement le SEO est bossé à fond et je lui ai remonté des choses toutes bêtes du X. Et il me dit, ah non, mais c'est pas mon. Je m'en fiche. Moi, je veux faire que du SEO pour l'instant. Je verrai l'UX plus tard. Ok. Moi, je pense pas que c'est la bonne façon de faire les choses, mais bon. Donc, Pourtant, donc ça, c'est jusque boutiste hein, en termes de SEO. C'est aller très loin. Hein, mais tu as des trucs de base. Tu dis, mais comment on commande sur ton site, en fait? alors c'est cool, hein, le jeu est optimisé, mais tu as oublié de mettre le bouton ajout panier. Ça passe jusque-là, mais pas loin, quoi. Donc, ouais. Bon. Et Ouais. ça, et tu vois, nous, ce qu'on a fait, c'est la force des technos d'obfuscation où tu peux faire du clocking en white hat, où tu vas pouvoir jouer un peu sur les deux. Tu vois, moi, le truc que j'aime bien, c'est un truc qu'on a fait un module sur Magento. Pour ça, j'en parlais sur SEMrush l'autre fois. C'est le côté des ghost catégories, j'appelle ça. C'est un truc que j'aime bien. Mm. En gros, tu vas rentrer, tu vas avoir ton maillage classique et ton organisation. Et puis, tu vas avoir des catégories qui vont être intéressantes parce qu'elles vont choper du volume. Voilà. Typiquement, tu es déjà au troisième niveau d'arborescence parce que tu as beaucoup de produits. Bon, soyons clairs, ce que je dis là, c'est pour des catégories, enfin pour des sites qui ont quand même un catalogue Un peu fourni. assez élevé. Mais bon, en général, quand tu pars sur un Presta et encore plus sur un Magento, c'est quand même que tu as un catalogue avec pas mal de pages, Mm. modulo quelques exceptions. Mais voilà. Et bah, du coup, tout ne peut pas rentrer dans le menu, clairement. Mm.
Et du coup, ça peut être intéressant d'aller faire des catégories qui ne sont pas dans le menu. Mais vu qu'elles ne sont pas dans le menu, il faut quand même les mailler. Et du coup, nous, ce qu'on va aller faire, c'est de les mailler en automatique, par exemple, depuis les fiches produits, Mm. où tu vas dire, telle fiche produit fait partie de telle catégorie. Mm. Voilà. Donc, tu vois, moi, on a un client là-dessus où lui, sur des câbles, donc des câbles, il en a des palanquets de toutes les variantes. Et puis, il a des câbles de certaines longueurs. Mm. Et il y a des gens qui cherchent des câbles réseau de 20 mètres, par exemple. Et du coup, tu vas taper de la catégorie comme ça, que tu vas être. C'est pas juste un filtre ou un résultat de recherche. Tu peux convertir du coup ton résultat de recherche en catégorie dédiée et travaillée avec, pareil, pour le coup, là, son petit texte qui va bien et sa title sur mesure, etc. Voilà. Alors, Et dans c'est quelque Magento, chose ouais, je ne qui sais pas exactement comment ça fonctionne, mais alors, parce que moi, si je le ramène à PrestaShop, j'ai ouais. plusieurs possibilités pour faire ça. Soit en effet, je fais exactement ce que tu appelles les ghost catégories. C'est clairement quelque chose que moi, je fais aussi. Sinon, on a la possibilité de générer, enfin, avec certains modules de PrestaShop, on peut générer des résultats de facettes pour en faire des vraies pages. Je ne sais pas si tu as ce genre de choses-là dans Magento aussi. Tu vas avoir des vraies pages, mais nous, on va préférer vraiment Toujours passer sur comment des dire, vraies catégories, quoi. la solidifier en vraie Mm. catégorie comme ça. Et l'idée, c'est avec cette mécanique de Ghost Mm. Category, tu te retrouves à gérer aussi ton maillage vers cette page. Mm. Et Mm. si tu prends une catégorie, tu vois, classique, en général, tu as la home, tes catégories, tes fiches produits. Tu as un Oui. maillage très descendant comme ça. Là, l'idée, c'est que tu as tes trucs qui descendent vers tes fiches produits et qui remontent vers la catégorie que tu as décidée. Et du coup, tu te retrouves avec, si dans ta Ghost catégorie sur mesure, tu as 30 produits, tu te retrouves dans ton maillage interne en quelques clics avec 30 Mm. liens qui viennent pousser cette catégorie qui, mis à part ça, sort de nulle part en théorie. Donc Ouais. derrière, tu rajoutes un petit peu de liens externes, en général, ça se passe bien, quoi. Donc là, pour rassurer les intégristes du silo, tu viens casser tes silos d'origine, entre guillemets, tu viens pousser des liens vers des nouvelles catégories, mais ça fonctionne très bien. Ah, mais faut péter les silos. J'aime C'est, bien, j'aime bien entendre dire ça, parce que on a du mal à le faire passer, ce message. Mais comme tout, si tu regardes un cours sur n'importe quoi, hein, pas forcément qu'en SEO, tu vas entendre faut faire ça, 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 Mm. ça, ça. Et puis la magie, elle opère quand tu le fais 90% du temps et que tu t'autorises de sortir de ça quelques instants. Voilà. Tu regardes, est-ce que les plus beaux chefs-d'œuvre de la littérature respectent l'intégralité de la grammaire? Non, il y a des fois, ils font des trucs qui vont pas du tout et c'est justement ça qui rend beau, quoi. Voilà. Il y a la petite parenthèse, parce on a parlé de menu tout à l'heure, la, la grosse discussion aussi dans la partie e-commerce d'un point de vue UX d'un côté et SEO de l'autre, les méga menus. Tu as des solutions, j'imagine, toi aussi pour ça? Nous, on a deux variantes, hein. C'est soit la variante, c'est les choses qu'on fait sur Magento, on s'est développé des modules hein, pour intégrer tout ce qu'on a publié en cloaking ou en obfuscation. Et du coup, on va avoir tendance à le méga menu, après suivant sa taille aussi, mais globalement, c'est de le dégager complètement avec de l'obfuscation ou du cloaking en maillage interne. T'es plus cloaking, toi, j'imagine, non? Ou Ça dépend des forcément, cas. ça En dépend des fait, cas. ce qu'il faut voir, c'est tu as un cas, par exemple, le cloaking n'est absolument pas adapté en maillage interne. C'est si tu es sur un site avec 5 millions de pages et que tu as un varnish aux fesses. Hum, Parce hum. que du Ah coup, oui. ça veut dire qu'il faut que tu stockes deux fois 5 millions de pages dans Hum, Varnish, par hum. exemple. Et ça, en termes d'infra, ça commence à piquer, quoi. Donc, dans ces cas-là, l'obfuscation est pas mal. Après, t'as des hybrides. Tu as la méthode Cdiscount où Hum, tu charges en Ajax. Voilà. hum. Ça peut être une autre manière de faire du cloisonnement de jus. Voilà. C'est une bonne pratique aussi. Voilà. Après, le côté obfuscation, pour moi, c'est celle qui marche bien et Hum. qui est facile à mettre en place.
si tu as, fait un peu de dev, de toute manière, le script, je le diffuse gratos. Donc, pour de base, après, vous adaptez ça dans votre Presta. J'imagine que tu t'es fait un truc sur Presta, toi. T'imagines bien. Voilà. Ouais, j'ai même dû communiquer aussi dessus. Je sais plus, je dois avoir des articles, je pense, là-dessus. En tout cas, j'avais fait une vidéo aussi. Et, ouais. Mm. Ouais, je voulais te poser une question par rapport à ça. Et du coup, je viens de la perdre en route. On parlait du méga menu et oui, ce que je disais, c'est éventuellement le méga menu. Vous pouvez le laisser sur la page d'accueil avec hmm, son rôle de diffusion de jus. hmm, Si vous n'avez pas de possibilité de faire intégrer dans le contenu de la home de la mise en avant des catégories hmm. principales, parce que si vous avez possibilité d'avoir des petites mises en Ouais, avant avec, tu vois, la petite lame tout photo à où fait. tu Ouais. as, 2 lignes de texte et puis un lien vers ta catégorie, tu te retrouves avec un truc un peu sexy, ton lien qui est encapsulé avec une photo avec un petit contexte texte autour, ça c'est idéal. Hmm. Si tu n'as pas ça, bah, du coup, oui, là, tu laisses passer ton méga menu au moins sur ta home, et puis voilà. Ok, alors si on reste sur cette partie un petit peu silo, cocon, comment est-ce que tu viens toi organiser ton contenu éditorial sur un site e-commerce? Tu viens créer un blog à part? Comment vous faites ça? Vous, pour le coup, dans Magento, vous avez des outils de blogging ou vous mettez un WordPress pour faire du contenu éditorial, soit de l'actu, soit du cocon, pour le coup? Comment ça se gère sur un Bah, Magento? pour moi, le contenu blog sur un site e-commerce, c'est pas le truc que je préfère, clairement. D'accord, Sur le plan investissement éditorial, euh, j'ai un peu de mal à y retrouver mes billes. un retour Clairement. sur investissement, ouais. Voilà, ouais. Hmm. C'est pour moi aujourd'hui l'essentiel, comment? C'est de proposer vraiment des aides à l'achat pour Hmm. les internautes. Donc du guide d'achat, hein. Nous, Hmm. c'est comme ça qu'on appelle le cocon sémantique chez 410 Gone, c'est du guide d'achat. Et où l'idée, bah, c'est clairement d'aider la personne à choisir son produit, peut-être à l'installer derrière, à comprendre comment il marche. Voilà, tu as toutes ces Hmm. informations qui sont importantes. Et c'est ça que les gens viennent chercher sur un site e-commerce. Voilà. Hmm. L'actualité de la boîte, bon, bah, tu peux faire un article par an, c'est mignon, mais c'est clairement pas ça l'intérêt. Demain, je sais pas, tu vends des chapeaux, là, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, entre l'article, ouais, je vais rester sur cette métaphore tout le long. Elle est pas mal, hein. Écoute, au moins on est carré. La valeur ajoutée entre l'entreprise de chapeau a fait un team building, c'était génial, tu vois, ou alors on rachète une nouvelle usine de production. Tu vas pas ranker dessus, ou alors sur de la longue traîne qui sert à rien. Alors que si tu fais un article, même pas, je te parle même pas d'un cocon Hmm. sémantique, hein, je te dis, tu fais un Un article article, ouais. sur comment porter un chapeau pour pas le perdre quand il y a beaucoup de vent, tu Hmm. vois, un truc tout bête. Bah, là, du coup, tu vas Bien. potentiellement choper de la longue traîne qui est beaucoup plus connectée avec le besoin de tes utilisateurs. Et ça peut te générer des ventes ou à minima participer à ton branding et te faire reconnaître comme quelqu'un qui s'y connaît en chapeau. Voilà. Encore une fois, Euh, bien maillé depuis les bonnes pages pour que ça puisse voilà. prendre du Mais jus. tu vois, à choisir, là, je te le prends sur un exemple c'est pour l'intérêt pédagogique, hein, mais entre investir sur la rédaction de ce contenu-là ou d'un autre, bah, clairement, c'est le guide d'achat que je vais choisir. Il y a pas photo. Alors, si en plus, derrière, tu as possibilité de structurer ça vraiment de réfléchir à quelles sont les problématiques de tes clients, c'est quoi la valeur ajoutée que tu peux leur apporter, quelles sont les frustrations qu'ils rencontrent. Si tu viens glisser tout ça dans un beau cocon sémantique qui fait une bonne cinquantaine de pages, et puis qu'en plus, comme toi ou comme moi, tu as fait un super module en back-office qui te permet de rentrer tout ça pour faire un cocon qui est, pour le coup, très jusqu'au boutiste en termes de maillage. On en parlait un peu en amont. Bah, clairement, tu as des contenus qui vont aller se placer. Déjà, ils vont se placer tout seuls, Mm. ça en termes de ranking. Et en plus, ils vont envoyer un jus de dingue, quoi. Et, Après, sur cette partie cocon, si des clients, des prospects viennent te parler de cannibalisation entre les pages du cocon et les fiches produits, c'est des choses que tu entends ça de temps en temps ou... bah, j'entends, oui, mais c'est pas. Pour moi, tu n'as pas de cannibalisation sur de l'intention de recherche, Mm. en fait.
Je vais te prendre un exemple. J'ai un de mes clients qui vend, je parlais de câbles tout à l'heure. Il Ah non, on vend parlait de du chapeaux. câble. On devait Ouais, rester sur ouais, notre ligne des chapeaux. ouais, mais j'ai un bel Allez, exemple allez. j'ai un fail, tu vois, que je peux partager Ah, ça, c'est sur chouette. du câble. Parce que bon, tu disais plein de compliments tout à l'heure, mais il faut savoir se planter Ah, et bah, reconnaître ses erreurs. c'est là qu'on apprend aussi, hein. Voilà. Bah, tu vois, on l'a mis premier sur la requête câble Ethernet. Mhm, Contenu full édito dans un truc dans le module de cocon sémantique qu'on a développé sur Magento. mhm, Bah, en fait, on a arrêté de la travailler. La page, aujourd'hui, il oscille entre premier et troisième, mais en vrai, on s'en fiche. Et c'est une page qui envoie du jus derrière à des catégories, tu mhm, vois, sur des longueurs, des grosses catégories dont je parlais tout à mhm. l'heure, et ça se passe très bien. Mais en soi, l'intention sur câble Ethernet, c'est pas des gens qui cherchent à acheter. Donc Mhm, oui, c'est pour ça que Google il vient mettre une mhm. page de guide De d'achat. contenu, ouais. Ouais. Est-ce que l'analyse dans ce cas-là, c'est ouais, mais vous n'avez pas fait ranker la bonne page? Déjà, on a mis en avant des fiches produits avec des widgets Mhm, bloqués, mhm. offusqués, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc Mais là, en tiens, fait, c'est on une se rend compte petite que les remarque gens. importante. Quand tu fais ces genres de pages de contenu et que tu veux que Google la considère vraiment comme une page informationnelle, toi, tu viens cloquer ou obfusquer tes liens vers les fiches produits pour qu'ils ne se rendent pas compte Exactement. qu'on le Et puis balance vers du sinon, e-commerce. là, pour le coup, ça casse ton silo et ton maillage si tu Ouais, laisses ça clairement. passer. Donc là, moi, Oui. autant sur le reste du site, je suis pour casser, Mhm. autant dans toute la partie cocon, Cocon, là, tu casses pas. je suis en mode extrémiste un peu, hein, d'utiliser un mot fort, mais Donc là, c'est pour le coup, vraiment. tu te sers pas du cocon pour venir pousser une page e-commerce. Du coup, toi, tu vas vraiment Si, pousser ta page de cocon, mais si, si. je me sers du cocon pour venir pousser une ou plusieurs pages Oui, e-commerce, mais je m'autorise d'avoir des widgets de mise en oui. avant de certains produits pour quand même travailler mon commercial. Sauf que ces produits mis en avant, eux, ils sont complètement offusqués Caché. et Ok, voire ça marche. bloqués pour pas qu'ils viennent casser. En fait, Hmm, l'idée, c'est de le faire vraiment de manière chirurgicale. ça C'est marche. OK, je Ouais, viens pousser des pages, mais je veux pas qu'il y ait de fuite. bien Euh, compris. ça. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, s'il y a une intention qui est sur de l'édito, bah, c'est ça. Et ce qu'on a compris, du coup, posteriori, d'où le fail, Hmm. bah, c'est qu'en fait, les gens qui tapent câble Ethernet, je Ils suis sont intimement persuadé pas là que pour c'est des acheter. gens Ouais. qui viennent de recevoir leur box et que Hmm. ça leur dit brancher le câble Ethernet là et qui se disent, c'est C'est quoi quoi un le câble câble Ethernet? Ouais. Ethernet? Ouais. Oui, Voilà. voir ceux qui veulent encabler un eux-mêmes, peut-être, ouais. Mais ils sont pas forcément Oui, sur oui. l'achat. Ouais, elle n'est pas forcément transactionnelle, cette Et requête. bah, là-dessus, faut savoir faire son deuil. Et clairement, là, avec le recul, parce que bon, il faut savoir tirer des enseignements des erreurs. Euh, je pense que quand on a un doute là-dessus, pour moi, la bonne pratique, c'est de faire de l'ADS, en fait. Hmm. Tu mets 50 balles sur un mot-clé, tu envoies une centaine de clics sur une page e-commerce, et puis bah, tu vois si tu as fait des ventes derrière. Hmm. Si tu n'as pas fait de vente, et ben, si tu avais encore un doute, c'est clairement que l'intention de la page, elle est pas du tout e-commerce. Donc après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas viser le mot-clé? Pas forcément, parce que l'intérêt Hmm. édito peut être sympa. Mais juste, faut pas t'attendre à avoir du chiffre d'affaires avec. Voilà. C'est pas son rôle de page. Il faut bien penser aux différents rôles des pages dans Ouais, les et, supports. c'est rigolo parce que je vois bien l'impact que ça a eu ça chez toi parce que c'est une remarque que tu m'as faite dernièrement où on parlait à un de mes prospects qui était plutôt bien positionné sur une très grosse requête. Et la première chose que tu me dis, est-ce que cette requête, elle est bien transactionnelle? Et donc, je vois bien le. Là, il t'a bien impacté celui-là quand même, hein. C'est devenu un vrai réflexe. Et si Et tu c'est regardes, logique, on a tendance à l'oublier, tu sais, c'est clair. dès qu'on fait une formation pour des clients qui veulent devenir autonomes, tu sais, systématiquement, ou des nouveaux SEO avec qui on discute, on leur dit, ouais, tu as bien regardé l'intention de recherche. Et puis des fois, tu as la tête dans le guidon, Mm. puis tu pars, tu as un client qui te paraît maîtriser tu vois, son business, et il te dit, oui, je voudrais ranker là-dessus. Et puis bah, si tu oublies de regarder l'intention de recherche, Mm. potentiellement, tu vas le faire ranker sur un truc qui ne lui servira à rien, puis après, tu vas te faire tirer les oreilles. Et il aura raison. Voilà. Donc, bien rester sur ce sujet-là, quoi. C'est hyper important. Ça marche. Alors, est-ce qu'on parle un peu de WebPerf? Si tu Alors, tout veux. à l'heure, tu m'as parlé déjà de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir un petit peu. Tu m'as parlé de Varnish, tu m'as parlé de ce genre de choses-là. C'est des choses que toi, tu viens configurer systématiquement, des serveurs, enfin des systèmes de cache sur les serveurs ou finalement pas forcément non plus?
Alors, Varnish, nous, on le met quasi systématiquement sur systématiquement? tous les projets aujourd'hui. Euh, pour expliquer ce que fait Varnish, euh, l'objectif de Varnish, c'est de stocker le rendu HTML de votre page, en gros. Et comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de régénérer le contenu HTML de la page à chaque nouvel affichage. Tu as des tas de plugins qui font ça sur Hmm, d'autres CMS en mode un peu stockage statique. c'est ça. L'avantage de Varnish, c'est que c'est comment dire en langage plutôt simple, c'est un logiciel en gros qui est sur le serveur et qui va stocker ça globalement si c'est bien fait en RAM. Hmm, Et du coup, au lieu d'aller ouvrir le fichier déjà généré sur le disque dur, d'y accéder et de l'afficher, c'est stocké en mémoire vive et du coup, ça va du tac au tac. Parce qu'en fait, on va creuser un peu la web perf. Moi, ce que j'aime bien sur la web perf aujourd'hui, c'est le côté back, en fait, qui est très sympa à regarder. C'est quand tu affiches une page produit. On en parlait tout à l'heure. Enfin, le pire, c'est les pages catégories en général. Ça. C'est, en fait, tu lui dis, coucou, je suis sur la page /chapeau.html. Et du coup, tu dis à ta base de données, liste-moi tous les produits qui sont dans telle catégorie. Et puis, au fait, j'ai le menu à afficher. Donc, liste-moi toute l'arborescence. Et puis, pour chacun de ces produits, tu vas aller me chercher s'il est en stock ici, s'il est en stock Commentaires, là, les c'est quoi couleurs, son prix. Ah, ouais. attends, il y a une promo. C'est quoi la promo? Et du coup, en fait, tu te retrouves à aller chercher tout un tas d'informations un peu partout dans la base de données. Euh, Par exemple, un Magento 2 aujourd'hui, on dépasse les 400 Hmm, tables hmm. MySQL. C'est vous donner une idée du nombre d'appels qu'on peut avoir à faire. Bon, Ça, par défaut, clairement, aujourd'hui, quand tu ouvres une page, même un Magento de base, tu as en tête le nombre de requêtes qui part en SQL sur une page catégorie. Même sur un template vraiment de honnêtement, je l'ai base, pas. C'est ouais, énorme. c'est énorme. Ouais, je te C'est pose la énorme, mais question, mais c'est je l'ai énorme. pas, Mais je l'ai pas c'est... non plus sur un PrestaShop, mais c'est un truc de fou, quoi. Je me suis amusé à le faire il y a quand même pas très Oui, longtemps. J'ai pas noté le truc, mais tu tombes de ta chaise quand tu vois le nombre de requêtes qui partent, quoi. hum. Et du coup, l'intérêt de ces briques, après, tu en as tout un tas qui sont mis en cache, qui sont indexés, Hmm, etc. Tu as tous ces systèmes-là. bien sûr. Mais l'intérêt d'un varnish, c'est que tu génères une fois ta page et derrière, tu peux considérer que pendant X heures, potentiellement, elle n'a pas besoin de rebouger. Voilà. Alors après, on va travailler quand on est un peu pointu sur des zones spécifiques. Ça va être avec les ESI, etc. Où Hmm. tu vas dire, par exemple, tu mets toute la page en cache, sauf le mini Sauf panier en haut à sauf droite, le panier, ouais. sauf le stock. Hmm, Voilà, parce que ça, c'est des choses qui évoluent quasiment en temps réel. hmm, Et tu as tous ces mécanismes-là. Tu peux avoir des mécanismes de préchauffe, de cache hmm. aussi. Parce que ça, c'est une erreur qui, si on ne te le dit pas, que tu vas faire au début. Tu mets en place un super truc de cache qui garde toutes tes pages en cache pendant 6 heures. Puis au bout de 6 heures, Sauf que ça se rafraîchit. Ouais. Hmm, si tu n'as pas une personne qui vient hmm. toutes les moins de 6 heures, en fait, la personne qui se tape la génération de la première version qui va être stockée en cache, c'est Google. C'est ça. Et du coup, en fait, ton cache, il sert Il à sert plus rien, à rien. en vrai. Ah, il sert Donc, pour c'est pour ça que l'utilisateur. c'est Il important. va quand même aider à optimiser ton Ouais, taux de conversion utilisateur, mais pour Google, en effet, dans ces stades de voilà. performance, il Donc, ne va pas le voir. c'est Tu as important déjà, d'avoir des techniques. t'as déjà essayé d'autres alternatives à Varnish? Je pense à des Lightspeed, des choses comme ça, ou vraiment, toi, c'est Varnish la meilleure réponse pour toi? Lightspeed, tu parles du module qui était fourni à un moment donné par Google ou Non, non, Lightspeed, c'est un système de cache style Varnish. ah, Je sais que c'est installé par exemple par défaut chez des gens genre O2 Switch, il y a des serveurs. C'est pas. Non, celui de Google, c'était PageSpeed. ah oui, PageSpeed, ouais. Euh, Non, toi, tu le bosses surtout avec non, non, Varnish. celui-là, j'avoue, pour le coup, je le connais pas. Écoute, D'accord. je creuserai ça après, on en apprend Tu tous les joues jours. avec des trucs genre OP Cache, ce genre de choses-là? Non, pas Ça, après, là, spécialement. tu es sur du clash côté PHP? PHP. Ouais. Tu as, plein de petites choses. Le truc qu'on aime bien, nous, j'ai Thomas, mon lead dev, coucou Thomas, qui est, lui, son grand truc, c'est des outils comme Blackfire. D'accord. Ça, c'est un truc qui est super sympa. Tu vas aller, du coup, en fait, mettre des petites sondes dans ton code en Hum, automatique. Tu exécutes ta page et puis derrière, il va te dire, au fait, ta hum, page, elle s'affiche en temps, mais au milieu, en fait, tout s'exécute super vite, sauf là, tu as une c'est ça. instruction qui Hum. boucle. Et là-dessus, en fait, tu as passé 80% du temps de génération. Et puis, des fois, tu te dis,
attends, mais là, on va chercher les données sur le stock alors qu'on n'affiche pas le stock. Attends, on va faire un truc pour les Peut-être faire une stocks. modif là-dessus. Et Ouais, toute cette partie, comment je dirais, pas monitoring, mais ouais, enfin, analyse de la perf pour voir où sont les goulets d'étranglement. ouais, et là, c'est le côté vraiment back Mm. qui est intéressant. Et il est beaucoup plus poussé, celui-là, pour le coup, que de l'analyse front. Aujourd'hui, très souvent, ce qui est mis en avant et diffusé par tout le monde, c'est bah, vas-y, tu as fait un audit sur Mm. GTmetrix, sur PageSpeed Insight, machin, tout ça. Lighthouse, voilà. Mm. J'arrive pas à retenir le nom Lighthouse, Toi, je sais pas c'était pourquoi. PageSpeed et Lighthouse, tu as fait Ouais, le mélange voilà. entre les deux. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est cette partie back, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, le premier truc que Google se bouffe le plus régulièrement quand il vient de voir, si tu veux faire de la web perf orientée SEO, hein, j'entends, c'est le DOM, c'est le Mm. chargement du DOM. C'est le C'est le chargement premier du truc. DOM, ouais, c'est ça. Ouais. Et très souvent, les audits SEO ils disent, ouais, bah, votre DOM, il met tant de temps à charger, voilà, et puis il s'arrête là. Ouais. Voilà. Mm. Bon, bah, nous, sur ces cas-là, on aime bien aller plus Oui, tu as loin et voir tous ce tes qu'il y a à outils de faire. profiling pour voir où le temps est perdu et venir potentiellement corriger les CMS. Je sais que dans le PrestaShop, il y a des choses avec notamment un truc qui est très impactant sur des calculs de réduction dans le panier dont tu n'as pas besoin dans 99% des cas et qui balance plein de requêtes pour rien. Ok, allez, Web Core Vitals, je te lance un peu là-dessus. Ouais. Que dire de Web Core Vitals? Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais quand on a des prospects qui sont un petit peu au fait des choses, qui sont au courant de ça et qui sont un petit peu extrémistes, c'est leur truc, c'est la base. Il faut être au top dans les Web Core Vitals. Bah, écoute, pour moi, là-dessus, c'est ce que je vais regarder. Je vais rester en web perf. On partira sur Web Core Ouais, Vital derrière. Mais allez. pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est en priorité. Parce que bon, un chantier web perf, c'est pareil, ça coûte cher, hein. Mm. Donc, faut savoir se fixer des priorités. C'est déjà le DOM, combien de temps il m'a chargé. Ça, c'est valorisable pour le SEO, pour l'UX et pour le taux de conversion. Enfin, UX et taux de conversion, ça va être la même chose, mais Mm. c'est bénéfique pour les deux. Voilà. Donc déjà, on regarde combien de temps met le DOM à charger. Voilà. Premier point. Ça, c'est un truc qui est utile. Derrière, ce qu'on appelle le First Meaningful Paint, que j'aime bien, c'est à partir de quel moment on voit quelque chose sur l'écran. Ou que l'internaute, il a l'idée de se dire qu'il est au bon endroit. Voilà. Parce que bon, c'est comme tout, si tu arrives à ranker et qu'au bout de 3 secondes, tu n'as rien sur la personne qui est sur portable, bah, elle se casse. Voilà. Mm. Donc là, tu as quelque chose où il y a une vraie résonance UX, taux de conversion, sur ça. Et puis derrière, le fait que tout se charge assez vite ensuite, oui, c'est important. Maintenant, faire de la web perf pour faire de la web perf, bah, désolé si je ne me fais pas des copains, mais pour moi, c'est une connerie. Voilà. Oui, bien sûr, moi je serais ravi, hein, demain, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, écoutez, je vous mets 40 000 euros sur la table, vous y passez autant que vous voulez et je vais être super en web perf. Ouais, ok, on va le faire et puis on va pas chômer et tu peux toujours tirer vers le haut et aller continuer dans ce métier. Sauf que faut savoir être un peu pragmatique. Tu Mm. vois. Là, on l'a pas mis sur cet arrière-plan, mais le logo de 410, en dessous, il y a écrit pragmatisme et efficience, quoi. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup et je crois que ça s'entend avec ce que je dis tout à l'heure. C'est faire de la web perf pour avoir des jolis scores dans les audits perf SEO ou UX, ça sert à rien. Voilà. C'est qu'est-ce C'est qui là. bloque, qu'est-ce qui génère du taux de rebond extrême, qu'est-ce qui bloque de la conversion. C'est vraiment ça qu'il Mm. faut regarder. Voilà. J'ai changé enfin, j'ai plus du tout de tagline pour la petite histoire, mais ma tagline historique d'Interagilité, c'était la capacité d'aller à l'essentiel. Donc, tu Mm. vois, on se rejoint à ça. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui sont superflues. Oui. Ok, donc, Juste pour ouais, finir ouais, sur les web core vitals, ouais, voilà.
Pour moi, c'est vraiment presque un rebranding en fait Mm, de la WebPerf qu'on avait avant. Ils ont changé deux, trois noms, ils ont nommé le dashboard, mm, et puis pour le reste, rien de neuf, quoi. mm. Voilà. C'est comme à un moment donné, c'était les grands trucs des commerciaux en ESN, il faut que vous fassiez la transformation digitale. Voilà. Et les mecs, ils déroulaient ça partout et tu te retrouvais avec des boîtes qui disaient ah ouais, mince, mais on est à la bourre en transformation digitale, machin. Oui, mais pourquoi? C'est quoi le fond? C'est quoi votre besoin derrière, quoi? Mm. C'est c'est ça, c'est pourquoi tu veux le faire et est-ce que tu as besoin de le faire déjà. Commencer par se poser cette question, puis après on discute. Voilà. Ok. Alors, je reprends un petit peu mes petites listes sur mon deuxième écran. Bon, il y a des sujets qu'on a déjà pas mal discuté du coup en transversal sur la partie UX, A/B testing, etc. Moi, je voulais savoir un petit peu ce que toi aujourd'hui tu utilisais comme outil d'analyse du coup pour stocker de la data. Tu disais tout à l'heure que la data ne ment pas. Tu restes sur du Google Analytics, tu t'amuses avec du Yandex Metrica pour avoir un peu plus des notions de parcours utilisateur. Tu joues avec du Hotjar, tu t'es passé sur Google Analytics 4, point d'interrogation. Voilà, tiens, t'es intéressé un peu de savoir ce que tu faisais là-dessus pour analyser ce que fait l'internaute sur ton site et puis comment tu viens optimiser ça en termes de les nouveaux mots à la mode, c'est le CRO, le CRO, le Conversion Rate Optimization. Mhm. Alors là-dessus, moi, je bosse bon bah du analytics forcément, et puis aussi du Hotjar. C'est Mm, un truc que j'aime beaucoup pour voir les cartes de chaleur. mm. Donc du coup, bah, voir en gros où est-ce que les gens s'arrêtent, sur quoi ils essayent de cliquer ou pas, qu'est-ce qui attire leur attention. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. Ça et puis bah, du analytics, mais pas du analytics brut de décoffrage. Ce qui est intéressant, c'est d'aller mettre des Des événements événements. et avec des objectifs derrière pour aller traquer ce qui se passe. Parce qu'une conversion, c'est pas forcément la mise d'une CB à la fin. Tu vois. Et puis, tiens, On- je vais en profiter d'avoir un expert, et puis je vais te laisser l'expliquer, mais euh, le modèle analytics de base, il est quand même enfin, il est très limité, puisque finalement, historiquement, un analytics, tu as une personne qui arrive et qui passe 10 minutes sur ton site, bah, ça compte pas, quoi. Si elle a fait rester que sur une seule page, tu te prends un taux de rebond à 100%, alors qu'elle a peut-être regardé 3 vidéos, lu 5 textes. Ouais, et pour le coup, ça se trouve, elle a affiché ta page d'accueil sur le copil d'une entreprise du CAC 40 en écran avec tous les DG et en disant cette boîte est géniale. Et en Mm, fait, c'était la meilleure visite de toute l'histoire de ta PME. mm. Mais Google Analytics, par défaut, va te dire qu'elle est pourrie. Ça sert à rien. Mm, c'est ça. Et donc, ouais, ça, c'est le défaut en fait du calcul du taux de rebond et du temps de session. Voilà. Mm, Euh, je pourrais mettre un article aussi que j'ai publié sur 410, c'est comment optimiser ça. mm. Euh, L'idée, c'est déjà quelqu'un qui vient sur une page et qui s'en va, potentiellement, c'est pas quelqu'un qui n'a pas été intéressé, c'était juste quelqu'un qui a trouvé pile l'info qu'il lui fallait sur cette page-là. Voilà. Ouais, c'est intéressant Et, de suivre s'il a scrollé sur la page, s'il a. Ouais. voilà. Tu regardes, par exemple, demain, tu cherches une recette de cuisine. Je sais pas, tu veux faire, c'est bientôt la Chandeleur, là, tu veux faire des crêpes. Je sais pas si c'est pas C'est aujourd'hui. aujourd'hui. Je crois que c'est Ouais, voilà. aujourd'hui, hein, donc on va faire des crêpes ce soir. Enfin, moi, j'en ai déjà Voilà, fait et ce bah, week-end. Donc, pareil. Tu vas taper recette de crêpes si tu as oublié combien faut mettre d'œufs, quoi. Tu vas tomber sur une page où tu auras ta réponse, tu vas suivre ta recette et puis tu vas fermer et tu es content. la Voilà. page, elle est Euh, parfaite. Mm. Exactement. Et ben, du coup, l'idée, moi, ce que je mets en place, et sur 410, on l'a mis, c'est l'exemple, tu descends de X% sur ta page, c'est paramétrable, bah, Mm. tu vas envoyer un event, ce qu'on appelle un événement dans JavaScript. Et du coup, ça va permettre à Analytics, enfin, dans Analytics, pardon, en JavaScript, ça va permettre à Analytics de saisir qu'il s'est passé un truc une fois l'arrivée de l'internaute. Voilà. Et ce passer un truc fait que tu vas considérer que tu n'as pas de taux de rebond sur cette page. Voilà. Et pareil, Google, il va mesurer dans Analytics la durée d'une visite, le temps sur une page, hein, c'est pareil, par rapport au dernier événement Dernier qu'il événement. connaît. Mm. Si le dernier événement, c'est la fermeture de la page, il n'y a pas d'événement. Donc, du coup, tu as passé 0. Voilà. C'est ça. Donc, l'idée, c'est nous, on fait ça à la fois sur le temps passé, on envoie un petit coucou, et sur le côté de temps, pourcentage de défilement, et puis on Mm. croise les deux.
pour se dire, OK, bah, quelqu'un qui a passé plus de, je sais pas, 20 secondes sur la page et qui a fait défiler de 80%, bah, c'est quelqu'un qui a été intéressé. Donc, du coup, la page, elle a fait son job. Voilà. Pour moi, il faut vraiment identifier si tu n'as pas plutôt du pogo sticking, ce genre C'est de truc, ça. quoi. Ouais. Ça te permet de. Alors, je sais pas, j'avais lu cette appellation-là, j'avais trouvé ça joli de créer un taux de rebond adapté. J'ai trouvé ça joli. Je ne sais pas si c'est le terme qui est utilisé de manière générique, mais ils appelaient ça le taux de rebond adapté. Je trouvais ça assez joli comme Ah, formulation. après, l'idée, c'est d'être capable aussi d'identifier c'est quoi l'objectif de la page. Voilà, ça, c'est le truc. Tout le monde pense des fois un peu trop court-termiste, hein. C'est aussi les interrogations qu'on va avoir avec les gens qui vont commencer à mettre en place du cocon sémantique, tu vois, et qui disent, ah, mais j'ai plein de visites sur ces pages, mais ça vend pas systématiquement. Mm, C'est pas leur rôle. mm. Voilà. Ça, et l'idée, en fait, c'est de penser quel est l'objectif de la page et du coup de traquer si la page a atteint son objectif. Et le KPI n'est pas le même selon les pages. Tu Mm. vois, là, sur une page éditoriale, bah, du coup, tu vas voir si la personne elle a pris le temps de lire. Tu vois. Ça, Mm. c'est page remplie. On était sur des recettes. Tu peux avoir sur une page de recettes un petit simulateur qui te permet de dire, bah tiens, indiquer le nombre de personnes, on va vous faire le calcul des proportions qu'il faut ajuster. Tu vois. Bah voilà, si t'es tant, il faut 3 œufs, si t'es 5, il en faut 6, etc. Et ben ça, tu vas mettre un petit événement sur les clics sur ce simulateur et ça va te permettre d'avoir confirmation que bah Ouais. oui, les internautes ont utilisé ta page et qu'elle a rempli son objectif. Voilà. D'autres fois, ce sera un ajout panier. Des fois, ce sera cliquer sur un bouton de demande de rappel. Mm, mm. C'est vraiment ces Il aspects-là. Et faut vraiment se là, tu définir vas ses pouvoir voir. objectifs et Ouais. surtout pas de rester à un niveau macroscopique, mais bien rentrer dans le détail. C'est vrai que on entend souvent des trucs, quoi. Sur mon site, j'ai un taux de rebond de 80%, je dis n'importe quoi, mais ça veut rien dire, quoi, puisqu'en fonction de la typologie de la page, ne serait-ce qu'une fiche produit, fiche catégorie, homepage ou contenu éditorial, il faudrait déjà segmenter. Le minimum, ce serait déjà segmenté sur cette typologie de page, quoi. Et puis, un tips sympa, c'est les événements. C'est pas que les événements dans Analytics, c'est les événements sur toutes les régies de retargeting Oui. que vous pouvez utiliser derrière. Mm. Et ça, Oui. tu peux faire des audiences dans Analytics avec ça. Tu peux faire des audiences du coup que tu veux utiliser, tu Mm. veux exploiter dans AdWords Bien sûr. derrière. Tu peux faire des audiences sur Facebook. Mm. Même chose sur du LinkedIn. Et tu as un truc qui est top. Parce que derrière, petit truc très sympa. Tu as une page dont l'objectif, c'est de faire des demandes de devis. Bah, en gros, tu vas identifier les gens qui ont fait des demandes de devis avec un event sur ton pixel Facebook. Mhm. Et derrière, tu vas être capable de dire à Facebook, et au fait, tu peux me faire une audience en lookalike, donc Mm. trouver tous les gens similaires à Tout à ceux fait. qui ont fait des demandes de devis. Et là, derrière, en principe, tu te gaves. Voilà. Donc, Oui. c'est vraiment de penser à ces aspects-là. Ça n'a pas qu'un intérêt de mesure d'efficacité de ce que tu as fait. Ça peut aussi avoir une information hyper importante pour aller cibler de manière automatisée, en plus, des utilisateurs qui vont convertir. Clairement, puis bon, aujourd'hui, avec un Google Tag Manager, c'est quand même simple à mettre en place, toutes ces choses-là. Donc, il faut y aller, il faut se faire plaisir. Il y a en effet des tonnes de choses à faire avec tout ça. Le retargeting derrière est très, très important et efficace, tu l'as très bien dit. OK. Euh, alors, si on revient un petit peu sur ces choses toutes simples d'optimisation, avant d'aller sur deux, trois autres points un peu plus spécifiques, tout ce qui est chat, avis client, c'est des choses que tu conseilles aussi, toi, tes clients ou... Le chat est hyper intéressant Oui. parce que après, il faut avoir quelqu'un qui Qui est peut là pour répondre, hein, répondre? bien Ouais, sûr. tout à fait. Ça peut vite être chronophage, mais ça peut être intéressant aussi sur un lancement de site ou de Mm. produit. Parce que du coup, ça peut te permettre d'avoir de l'info hyper pertinente sur la qualité que tu vas avoir et des freins attendus et mieux connaître ta cible, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de l'exploiter, cette data, derrière, en faisant de nouveaux contenus Mm. qui, du coup, vont permettre de faire des choses un peu poussées, quoi. Donc ça, c'est essentiel. Tu as Le côté avis des outils, produit, tu as des robots de chat, des choses comme ça que tu utilises, toi, plus spécifiquement, ou tu as des choses en tête, non?
Un peu Pas tout, spécialement un peu de tout. du Zopim, ce genre de Ouais, choses qui sont beaucoup utilisées, nous, ouais. par des clients. Après, potentiellement, ils ont déjà des choses avec un CRM, s'ils en Mm. ont en place, Ouais. souvent, tu as ces aspects-là. Ok. Ça, et puis les avis clients, ouais, bien sûr, clairement, quoi. Bah, ça te fait du contenu en plus, Mm. euh, ça. Et puis, bon, bah, pouvoir mettre des étoiles dans les SERP, c'est quand même plutôt cool sur les reviews, quoi. Ça marche Voilà. pas mal, ouais. Ça attire l'œil, c'est étonnant, hein. Voilà. Mm. Petit hack pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. L'idée, c'est pas de truquer les étoiles quand il y a des mauvaises notes et puis de n'envoyer à Google que les bonnes notes. C'est bah, simplement vous mettez pas le schema.org qui correspond au review si jamais la note est pourrie. Et ça se gère en automatique. Voilà. Et comme ça, au moins, vous êtes dans les règles de Google ou de la DGCCRF aussi, accessoirement, ça peut être pas mal. Accessoirement. Mm. Voilà, et puis au moins vous avez un juste équilibre entre si ça se passe bien et si ça se passe pas, quoi. Et puis surtout, si vous avez des mauvaises notes sur un produit, c'est peut-être pas que des gens Il qui faut sont se mauvais, poser la soit c'est question pourquoi. peut-être un truc Ouais. à ajuster, quoi. Soit le produit est pas bon et puis il faut arrêter de le vendre, soit il y a peut-être un truc, vous avez eu un souci à un moment donné sur votre logistique, et bon, bah, faut remonter la pente. Voilà. Ok, allez, deux derniers sujets et qui vont se rapprocher de ton magnifique fond d'écran sur ta droite, swan.tools. Premier sujet dont je voudrais parler avec toi, bah, c'est la migration d'un site e-commerce. On sait que c'est toujours un sujet compliqué. Moi, j'ai eu quelques exemples dernièrement où j'ai récupéré des bons vieux Magento 1.7, 1.9. Et ça m'a fait mal à la tête quand même et devoir les passer sur un PrestaShop. Donc, me suis tapé des plans de redirection dans tous les sens. Alors, je les ai quand même un petit peu automatisés, mais j'ai cru comprendre que que tu proposais quelque chose qui permettait de me simplifier la vie pour ces redirections. Yes, j'en parlais hier avec des gens des plus grosses agences SEO françaises. Je sais pas s'ils seraient d'accord que je dise leur nom, mais bon, Ils je pense ont, que tout le ils monde ont, aura ils ont, ils compris. sont, ils sont peut-être un peu, ils ont un peu froid peut-être. Voilà, ouais, Ils habitent ça, dans un igloo. voilà. Et on se disait encore que voilà, le côté des migrations, c'est paradoxalement à la fois un truc qui est crucial, essentiel Et puis on peut dans un vraiment planter un projet. site e-commerce, enfin un site e-commerce qui a 10, 20, 100 000 produits, tu peux le détruire Enfin, pour en le un coup, bouton, tu l'as détruit, hein. enfin, tu peux détruire un site tout court, hein, Tout c'est court, même pas limité c'est clair. au e-commerce hein, là-dessus. Mm. Et sauf que c'est aussi le truc le plus comment? Je cherche le terme, tu vois, mais c'est painful comme on dit en anglais, tu vois, c'est le côté voilà, c'est Douloureux. une horreur quoi à faire, Mm. hein, on peut pas mentir. Je Hein. confirme. Ça prend du temps. Si tu veux bien le faire, faut que tu aies lu Si le dernier en date, l'intégralité. je joue avec un Magento 1.7, je peux te dire que heureusement qu'ils se sont améliorés depuis, parce que 1.7, ça fait un petit moment quand même, et Ouais. c'était rigolo comme projet. Et Bienvenue dans ton monde. ouais, après Magento 1.7, là, tu es quand même sur des gens qui ont Ouais, clairement pas, on va pas se mentir, ils n'ont pas du tout investi sur leur non, outil e-commerce depuis 7 ou 8 ans c'est ça, minimum. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, on est comme sur tout truc Ça où tu ronronne, voilà, ça ronronne. as une dette technique de fou furieux. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Magento, il y a une refonte complète en version 2 et on est en 2.4. C'est plus le même monde, quoi. Voilà. Mm. Et l'idée donc de Swan, c'est de faciliter vraiment la migration et d'apporter, de permettre d'ailleurs de faire des migrations qui soient plus qualitatives, parce qu'on se base vraiment sur bah, comment fonctionne Google pour apprécier des redirections derrière, et de faire gagner du temps et de fournir des outils et des KPI de mesure Mm. de la qualité de la migration faite. Voilà. Mm. Donc, c'est un outil qui s'adresse soit si vous gérez votre site en autonomie, ben, feu, venez, vous êtes bienvenus. Soit si vous êtes une agence, que ce soit de dev, de SEO, d'e-commerce, peu importe, c'est en marque blanche. Hein, pour le coup, il n'y a pas écrit 410 secondes, donc faites-vous plaisir, c'est notre petite invention. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va aller scraper le contenu de vos
sites entrants, parce que potentiellement, vous voulez fusionner plusieurs sites en un, si vous voulez réintégrer Mm. le blog, par exemple, à la racine, ou même vous avez racheté un site web que vous souhaitez intégrer dans le vôtre, ça peut être le cas. On va aller scraper les contenus de votre pré-prod en intermédiaire, parce que bon, on bosse pas en prod direct, ça se fait pas. Ça peut arriver, Ça se mais fait pas, ça se fait c'est pas pas. l'idée. Et derrière, on va être capable de vous dire de manière automatique. Et ça, pour le coup, on est le premier outil au monde à faire ça. Donc, c'est une petite fierté cocorico là-dessus qu'on a. Et on va être capable de vous dire de manière automatique quelle est la meilleure page vers laquelle rediriger. Donc, si vous avez des pages où il y a à chaque fois 300-400 mots minimum, bon, bah, ça marche petits oignons, surtout si vous avez Ouais. exactement les mêmes contenus. Mm. Et si jamais bah, vous avez fait une refonte complète, que c'est plus du tout les mêmes contenus de l'un à l'autre, bon, bah, si vous traitez des mêmes sujets, on va globalement retrouver sans souci vers quoi renvoyer. Et puis, bah, même s'il y a quelques variantes, bah, on va être capable de vous dire au sens SEO Mm. quelle est la meilleure page vers laquelle rediriger. Voilà. Je me rappelle, j'avais vu des gens qui râlaient à un moment donné en disant ouais, ma migration s'est mal passée, Google il prend pas ma redirection, Mm. etc. Et Google avait expliqué à ce moment-là que oui, mais les deux sites n'ont strictement rien à Rien à voir, donc voir. Ouais. Ouais. c'est normal. Ouais. Donc l'idée, c'est là, on va être capable de vous faire quelle est la redirection qui fait le plus de sens au sens moteur. Mm. C'est important C'est ça, ça. Mm. parce que quand tu fais une migration d'un site où tu as 30 000 pages en entrée, 30 000 pages en sortie, bon, on va pas se leurrer, vous trouverez jamais aucune agence qui va aller lire les 30 000 contenus, les 30 000 de l'autre, sans rappeler et puis faire le meilleur maillage point à point. Déjà, clairement, en termes de sens, ça, c'est mort. Ensuite, vous allez avoir le côté de vous dire, voilà, il faut que la migration se passe bien. Donc, l'idée dans Swan, c'est que vous pouvez importer tout un tas de data en quelques clics depuis Majestic, depuis SEMrush, depuis Ahref. On a même connecté en API la Search Console et Analytics. Et derrière, vous allez pouvoir filtrer par quelles sont les pages les plus importantes dans votre migration. Donc, demain, tu vois, par exemple, toi, tu fais une migration sur Interagilité. Bon, bah, ta page conseil e-commerce PrestaShop, clairement, celle-là, tu vas aller la regarder à la main pour être sûr qu'elle Mm. pointe bien vers la bonne page parce que tu as Bien sûr. une vraie importance en termes money site Mm. de page. Et après, peut-être que tu as tout un tas d'articles de blog que tu as fait un peu, tu vois, tout au fil de la vie de ta société, où bah, ceux-là, tu vas dire, OK, ceux-là, je les fais en masse et puis je déroule. Mm. Voilà. Mais l'idée, c'est de savoir faire le juste équilibre parce que tu as des points où, effectivement, quelqu'un qui a mis une obscure page de fond d'arborescence dans ses favoris qui viendra il y a 6 mois, il sera peut-être un peu, tu vois, surpris, mais en vrai, tu auras la meilleure redirection possible au sens SEO. Mm. Et bah, il y a une vidéo sur la page d'accueil. Clairement, aujourd'hui, on est capable de faire une refonte de site en migration avec tout le plan de redirection et tester qu'elle marche Mm. avec des data et génération de reporting en 10 minutes, top chrono. Voilà. Je mets au défi Mm. quiconque de faire la même chose sans Swan. Voilà. Je suis d'accord. Et on se base pas. Je précise, j'avais eu un grand débat sur Twitter avec, un haters. On ne se base absolument pas sur les URL, on se base vraiment sur le contenu. Voilà. Oui, oui, C'est ça la force de l'outil. oui, oui. Bah, oui. Là où nous, on vient jouer quand on fait un plan de redirection, en effet, on essaye de récupérer l'ancienne URL, la nouvelle URL, et on vient faire matcher ça parce qu'on vient gérer des liens sur des ID produits, etc. Toi, tu es vraiment sur de la sémantique pure, quoi. Ouais, ouais. D'où le côté que c'est vraiment la meilleure redire au sens moteur. Pour Google, ouais. Ouais. Alors, si on reste sur Swan, on a discuté l'autre jour d'une petite utilisation parallèle de Swan. Je t'ai contacté, enfin, on a eu l'occasion d'échanger sur une de mes clientes qui était en train de se faire pirater tout son contenu par un de ses concurrents. Mm. Et puis, tiens, tu m'as dit, bah écoute, on va le passer dans Swan, comme ça on va lister toutes les pages qui sont en contenu, entre guillemets, dupliqué. Donc, c'est aussi Ouais. une autre utilisation possible de l'outil. Voilà, ouais, c'est un petit hack qui est marrant, mais l'idée, c'est un doute sur un site copie-colle tous tes contenus. Bah, vu qu'on est capable de sortir un taux de proximité sémantique, bon, bah, du coup, on va être capable de dire si tu vois, tu as toutes tes pages qui sont 100% prêtes à être migrées d'un site vers l'autre,
C'est probablement que les contenus sont très très proches. Voilà. Alors ça n'a pas pour but d'identifier des contenus via la SERP, hein, on n'est pas Hmm. qu'il duplicate. Oui, c'est pas dupliqué Euh, de compte. Ouais, c'est ça. Hmm. c'est vraiment deux choses fondamentalement différentes. Euh, L'idée là, c'est vraiment de Oui, voilà, à t'as partir du quelqu'un moment où qui a on a dit c'est repéré bon, quelqu'un, ouais. j'ai enlevé tes contenus, mais que tu as un doute d'un filou en face, Hmm. ça peut être une idée pour le gérer, quoi. Ou avant d'aller voir l'huissier pour faire constater tout ça, au moins on a la liste de toutes les pages. Ok. Bon, bah écoute, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour des sujets que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, Patrick. Je ne sais pas s'il y a des choses importantes que tu avais en tête sur lesquelles on serait passé par erreur, enfin qu'on aurait zappé par erreur. Non, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Pas mal. Ça, et puis bah, écoute, on se retrouve bientôt sur l'actu web du SEO Camp, Christophe. Bah écoute, ouais, alors peut-être pas ce vendredi parce que je suis en congé là pendant quelques jours, donc je sais pas si je vais pouvoir réellement me connecter vendredi, mais sinon, en effet, on va essayer de continuer cette démarche sympathique initiée par David Shelley, qui ont fait la bise aussi. Donc c'est une initiative sympathique. En effet, je vous invite à aller voir cette chaîne si vous ne la connaissez pas, ActuWeb by SEO Camp. Je crois de mémoire, c'est une chaîne à part hein, qui avait été créée spécifique pour ça. Hein. Mm. Ou je sais sur Je la crois scène du que non, SEO je crois Camp, que je c'est ne dans sais la plus. chaîne. Maintenant, C'est il y a sur un la compte scène. Twitter séparé, Ah et oui, c'est la chaîne du sur SEO la Camp. chaîne du SEO Ouais. Camp. Ok, ça marche. Mm. Bon, bah, petit aparté SEO Camp dans lequel tu as aussi un certain nombre d'activités. Yes. Voilà, bah, l'idée, c'est vraiment d'apporter, c'est ce qu'on essaye de faire cette année, tu vois, c'est vraiment d'avancer sur le côté professionnalisation du métier et d'être vraiment reconnu, pas juste comme des gens qui font des trucs dans leur garage, tu vois, mais d'être vraiment reconnu comme une profession et puis avec les autres domaines du web. Mm. Et c'est en ça que je trouve aussi excellent ces vidéos qu'on fait parfois ensemble, du coup, d'ActuWeb où on va pas parler que de SEO, parce que le SEO, et on l'a bien vu hein, d'ailleurs dans l'échange qu'on vient d'avoir, on a beaucoup parlé aussi de e-commerce et du X, etc. Et c'est un tout. Mm. Et bah, ça fait partie des choses qu'on est en train de faire cette année sur le SEO Camp, c'est d'aller gratter un peu partout pour se connecter avec les autres communautés. Voilà. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Ouais, tu as bien raison. C'est des belles choses à faire et en effet, d'élargir, je trouve, d'élargir notre champ de vision. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, le côté illogique d'être 100% centré sur du SEO sans regarder ce qui se passe autour. C'est pas très judicieux et ça me fait même penser à j'ai lu un article, une des sorties de John Muller il n'y a pas très longtemps où grosso modo, il disait si votre site il est beaucoup trop optimisé techniquement parlant, mais que d'un point de vue contenu, il n'y a rien dedans, bah, ça sera négatif pour vous. Donc voilà. Cherchons pas à être parfait en tout, mais essayons déjà d'avoir un ensemble cohérent sur l'ensemble de la gamme. Ok, bon écoute Patrick, moi j'ai passé un chouette moment. Tu reviens quand tu veux. J'ai pour toi ça là qui t'attend, hein, tu vois. Un jour, on pourra aller jouer au golf tous les deux. Ça me fera plaisir de retourner échanger des balles avec toi. Et puis, merci beaucoup pour ce long moment sur la partie e-commerce et SEO. Merci à toi pour l'invitation, Christophe. Merci à tous. Si ça vous a plu, pardon, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Salut Patrick.